c'est vraiment le graphisme en fait qui a fait que je me suis dit mais je veux faire ça quoi. Ouais, peut-être je suis un garçon que j'aimais bien les trucs de combat, donc c'est vrai qu'ils m'ont un peu pris par les sentiments. Non, mais ouais. Et bonjour à tous, et on est sur la chaîne alors Anjou Pop Corner où on va voir, hein, c'est pas encore très clair cette histoire, mais vas-y, voilà, on va faire des talks et des interviews, mais là c'est plutôt la partie talk. Alors bonjour. Moi je suis Daisy, du coup je suis autrice illustratrice, donc je fais le dessin et le scénario. Et du coup moi mon rayon c'est shoujo fantasy plus spécifiquement. Alors moi mon pseudo c'est HD, voilà, de mon nom Hernandez, et je suis illustrateur et récemment éditeur. Ouais. Voilà. Donc on a ouvert une maison d'édition, ADH Édition, basée dans la Drôme, et on édite principalement du manga, BD, light novel. Pourquoi, en tant qu'illustrateur ou en tant que, je sais pas moi, en tant que dessinateur déjà, pourquoi vous êtes parti sur du manga, le style manga? Alors moi personnellement je suis tombée dans le manga quand j'étais très jeune, je devais avoir un peu moins d'une dizaine d'années. Alors manga papier à peu près une dizaine d'années, et en vrai ça a été Cardcaptor ma grande révélation. Quand j'étais gamine, je sais pas si vous connaissiez M6 Kid. Ouais. Je regardais du coup les Cardcaptor, et en fait il y avait des cartoons français ou occidentaux ou quoi que ce soit. Et quand j'ai vu les dessins de Cardcaptor, j'ai fait putain c'est trop beau. On a droit de jurer? Oui, on a le droit, de téter toutes les mères, hein. Et j'étais genre waouh c'est trop beau ces dessins. Et du coup après il y avait une autre série qui s'appelait Mirmo à l'époque, et j'étais en mode putain je trouve ça trop beau, je veux faire des trucs pareils et tout. Et en fait j'ai commencé à dessiner en recopiant Mirmo, Cardcaptor et tout. Et en fait au fur et à mesure j'ai fait que acheter des mangas. J'ai complètement laissé de côté la BD franco-belge, et c'est vraiment le graphisme en fait qui a fait que je me suis dit mais je veux faire ça quoi. Et t'avais quand même une culture un peu de BD franco-belge à la Alors base. du coup oui, quand j'étais plus jeune que ça c'était les Schtroumpfs, c'était Astérix, etc. Mais du coup les mangas sont arrivés juste après, et en fait j'ai plus décroché du manga depuis quoi. Moi je suis plus Club Dorothée. Ouais. Voilà. C'était vraiment Dragon Ball. C'était vraiment à fond, et je pense qu'il m'a séduit dans le manga, c'est le côté plus mature qu'il y avait justement dans la BD franco-belge. Il y avait ce petit truc qui faisait que putain ça envoie quoi. Tu vois, voilà. Ouais, peut-être je suis un garçon que j'aimais bien les trucs de combat, donc c'est vrai qu'ils m'ont un peu pris par les sentiments. Mais c'est sûr. Mais je pouvais que craquer quoi. Donc, mais c'est vrai qu'on a j'ai l'impression d'avoir toujours la même conversation avec justement la BD franco-belge, qui est un peu vraiment de la BD pour adolescents en fait, mais vraiment de l'adolescence avec peu de maturité en fait finalement, hein. Mais parce qu'on a aussi cette image d'Astérix, cette image de Lucky Luke et tout, qui sont des BD en fait qui sont assez vieilles en fait, leur création est assez vieille, c'est les années 50, pour Tintin c'est même les années 30, donc du coup forcément c'est hyper vieux, et ça a cette image là encore aujourd'hui de BD qui sont en fait finalement assez peu mature en fait pour ce que c'est quoi. Mais je comprends que quand le manga est arrivé, pour surtout des jeunes des années 80-90, c'est ça. Ça a été une sacrée évolution, parce que du coup oui forcément c'était comparé à de la production française ou occidentale comme tu disais, et la production soit américaine qui était aussi un peu violente avec des genres Batman ou des trucs comme ça. J'adorais la série des années 90 d'ailleurs, elle était trop bien. Mais il y a des séries comme ça, non mais c'est ça où la maturité a vraiment passé un cap, parce que la production était différent de la production culturelle qu'on avait aussi de notre côté quoi. Et je comprends que c'est, mais après derrière forcément ça forge votre génération et la manière exactement, aussi de comment vous reproduisez aussi ce que vous voyez à un moment donné quoi. Mais il faut passer le cap aussi. Et du coup, à quel moment vous êtes passé le cap de se dire je veux dessiner, je veux créer du contenu, du dessin, illustrer, des trucs comme ça, c'est par magie, c'est le don. Personnellement, ça m'est venu depuis tout petit quoi. Donc j'ai toujours plus ou moins dessiné du manga, enfin Dragon Ball en l'occurrence, mais voilà. Et après, je pense que ça m'a jamais vraiment quitté, même si tu peux avoir des périodes dans ta vie un peu plus creuse au niveau du dessin. Alors moi pour le coup oui je dessinais du coup quand j'étais au collège, je faisais genre dans mon carnet de texte, je gribouillais et tout. Après au fur et à mesure c'est venu par rapport à ce qu'on appelle le ship. Le ship en gros c'est quand on prend deux personnages et qu'on veut absolument les mettre en couple. Voilà, ça c'est le ship. Et du coup moi c'était arrivé quand j'avais lu Naruto quand j'étais en seconde.
J'avais lu les 30 premiers volumes d'un coup parce que c'était bien à l'époque. Et j'étais en mode putain, je ship trop Hinata et Naruto, je veux trop qu'ils soient ensemble. Et fun fact, c'est devenu canon, du coup j'étais trop fière. Ah oui. Et à l'époque il n'y avait pas de contenu, donc du coup je me suis dit mais je vais créer le contenu en fait, je vais dessiner et c'est comme ça que ça a été lancé. Après je me suis dit ouais les illustrations c'est bien mais il me faut un truc au-dessus en fait. Et là du coup je me suis dit allez let's go, je vais faire un doujin. Et j'ai commencé à faire mon doujin et en fait au fur et à mesure je me suis dit putain mais j'adore faire des planches de manga en fait. Ah oui d'accord. Ouais. Et c'est vrai qu'à un moment j'ai essayé de faire d'autres trucs, style fac de lettres, style des études, etc. Mais je me disais, ça me plaît pas autant que le dessin en fait. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, voilà. Chaque fois, manque de liberté. J'ai essayé de dévier un peu, de me dire je vais rentrer dans le rang, je vais faire un job normal. Et en fait, je me rends compte qu'à chaque fois que j'avais du temps libre, qu'est-ce que je faisais ? Je dessinais en fait. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes, c'est pas votre métier de créer des mangas. Vous gagnez de l'argent avec ça ? Alors gagner de l'argent c'est un bien grand mot. Disons que ce serait le but visé, ouais, mais pour l'instant c'est encore trop tôt quoi. Pour l'instant c'est encore trop tôt, ouais. Nous ce qui comptait en fait réellement c'est que si tu veux t'as un certain niveau de dessin, puis après faut être réaliste avec soi-même. Ouais. Et par exemple j'avais besoin de progresser encore, mais sauf qu'il y a des gens ils ont vraiment du talent et je trouvais ça dommage de pas les mettre en lumière. Parce que si tu veux tout le monde n'a pas cette aptitude, enfin cette facilité à vouloir se mettre en lumière, à vouloir aller au contact des personnes. Ouais. Donc il faut aussi être là pour eux. Et vu qu'ils ont un talent, voilà, en quelque sorte, on les accompagne au mieux et on leur fait découvrir plus que simplement être leur éditeur. Voilà. On leur fait découvrir tout le milieu du domaine du livre, de la chaîne, c'est-à-dire du début des planches jusqu'à vraiment la mise en rayon en magasin avec un référencement et tout ça. Est-ce que vous pensez que le format numérique est encore un format qui a des chances d'exister ou qui intéresse encore le public ? Est-ce que ça vous fait peur tout ça, ce format numérique ? Personnellement non, ça ne me fait pas peur parce que j'ai déjà produit plusieurs Ulule. Ulule c'est du crowdfunding. C'est ça, ouais. Et le truc c'est que souvent en convention, je dis qu'il y a la possibilité de lire en numérique, que j'ai donc sur Mangadraft, le site qui recense les mangas. Je dis qu'il y a la possibilité de découvrir en avant-première les pages qui ne sont pas encore publiées au format papier. Et souvent, la réponse que j'ai à 90%, c'est je préfère attendre la version papier. Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Ah ouais. Les deux plateformes peuvent coexister. À savoir que par exemple, il y a vraiment le webtoon, on sent que c'est ancré numérique. Ouais. Ah bah même, oui, par exemple, oui. Enfin voilà, bon, nous on est imprimeur, on le voit, en termes de vente c'est pas fou en termes de vente papier par exemple. Mais en numérique c'est, enfin voilà, ça bat des records. Voilà. Oui. Tandis que le manga, on a vraiment encore cette relation que les gens aiment garder le papier. Oui, mais sur Webtoon, il y a aussi des mangas numériques qui sont proposés. Moi personnellement, si je peux me permettre, je trouve que le manga c'est vraiment fait pour le format papier en fait. Ah oui. Webtoon, on sent que ça a été créé pour être lu sur du numérique parce qu'il y a le système de scrollage, les cases qui défilent. C'est vraiment, il y a un storyboard qui est fait pour en fait. C'est même un autre format que c'est ça. C'est exactement ça. Numérique, c'est vraiment une BD Webtoon quoi. C'est ça. Pour l'anecdote, une fois il y avait une jeune fille qui était venue voir mon manga en convention, qui avait feuilleté et fait est-ce que vous êtes sur Webtoon ? Et je l'ai regardé un petit peu blasé. Je fais mais c'est du manga en fait, je vais pas le mettre sur Webtoon, justement, c'est contradictoire. Et du coup, non, vraiment, j'ai pas peur du numérique parce que je sais qu'il y a toujours des gens qui préfèrent le format papier pour le coup. Bah même si tu regardes vraiment les chiffres, que ce soit sur Amazon ou quoi, quand tu fais de la vente numérique, genre je parle pour le manga, hein, c'est zéro. Hein. Ouais. Genre ça intéresse personne limite. Autant le roman, voilà, t'as vraiment un public pour le roman en numérique. Oui, non mais oui. Voilà. En tant que toi, éditeur, et donc du coup qui produit les mangas, t'as forcément, pour un bien qui est vendu au même prix, que ce soit numérique ou physique, ta marge est aussi différente. Là, je parlais un peu de manière un peu... Ouais, elle est un peu différente. Un peu moulaga, quoi. Mais du coup, même pour toi, ça serait plus avantageux de proposer que du format numérique, par exemple. En vrai, oui et non, parce que suivant les plateformes où tu le vends, tu te fais imputer pas mal. Ah oui, ouais. Ouais, faut aussi prendre ça en compte. Mais c'est pour ça qu'il faut aussi des conventions et que vous faites des conventions, c'est justement aussi pour vendre plus en direct. Alors tu vends moins, mais du coup, vous espérez aussi que le bouche à oreille fasse son petit effet. Tout à fait, oui, bien sûr. Ou que même juste partager vos réseaux sociaux ou des trucs comme ça. Enfin, un moyen de se procurer le manga,
sans passer forcément par des majors genre Amazon ou des trucs comme ça. Personnellement, moi je vais parler en mon nom, mais aussi au nom de pas mal d'artistes avec qui on est tombé d'accord, c'est que quand on vient en convention, c'est pour le public en fait. Oui, on vient clairement pour montrer nos œuvres, pour en parler, pour vraiment créer un contact avec les gens, pas juste pour vendre nos bouquins en fait. Ouais, même nous en tant qu'éditeurs, même si après voilà, là où ils sont rassurés, c'est que quand on est implanté dans des magasins déjà avec des grosses structures, ça les rassure dans le sens où on peut le prendre en convention, voilà, on a l'auteur, on se fait dédicacer, c'est vachement cool, c'est une expérience, mais on pourra quand même le retrouver après par la suite. Ça aussi, ça les rassure quand même pas mal. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a quand même une différence entre les productions des mangas français et les mangas japonais. Est-ce que vous arrivez à voir si concrètement quelle est cette différence? On n'a pas la même culture déjà, donc déjà il y a des choses qui vont changer à ce niveau-là. Après, est-ce que quand tu as lu par exemple Radiant de Tony Valente, est-ce que tu as trouvé qu'il y avait une différence avec un manga japonais par exemple? Je sais pas. Je saurais pas te dire parce que je l'ai pas lu. Après, c'est du fantastique, ou de la fantasy, donc c'est vrai que l'écart est peut-être moins grand sur un manga où on va poser des bases réelles. Ça peut aussi jouer, ouais. Alors forcément, le développement des personnages est beaucoup plus tranquille dans un manga français que dans une BD française, je dirais. Mais que c'est pas le même déroulé que par rapport à un manga japonais. Est-ce que vous essayez à un moment donné de reproduire un manga japonais, ou est-ce que vous essayez d'une part soit de développer l'histoire comme vous l'imaginez, ou soit vous intériorisez, vous dites ah ouais, mais en même temps j'ai une culture occidentale, donc du coup je vais faire le déroulé comme si c'était une BD en fait finalement quoi. Alors moi pour le coup j'ai été dans une école pour apprendre à faire du manga. Je veux dire, j'avais ma base de dessin, j'ai été dans une école pour apprendre à faire un scénario, storyboard, ancrage, etc. Et un des premiers conseils que notre prof nous a donné, c'est vous êtes français, faites-en une force. N'essayez pas de reproduire le manga japonais. Et pourtant, elle était japonaise. Elle venait du Japon, ça faisait plus d'une dizaine d'années. Elle nous disait, vous n'essayez pas de reproduire le manga japonais en fait. Essayez de prendre les codes que vous avez et de les implanter dans votre bouquin pour en faire un truc unique en fait. Et c'est pour ça que moi personnellement quand j'ai fait mon manga, j'ai pas essayé de chercher à reproduire par exemple un truc que je faisais quand j'étais ado, c'est je donnais des noms japonais à mes personnages. Je les dessinais en uniforme, ce genre de choses. Et quand j'ai été un peu plus grande du coup, je me suis dit mais c'est pas ce qui m'intéresse en fait, je veux parler de ma propre culture, de comment moi je vois les choses, les mentalités occidentales, etc. Enfin voilà, moi c'est pour mon expérience, pour le coup, ça ne m'intéressait pas de faire un énième shoujo japonais qui a été vu et revu quoi. En fait, ça va dépendre tout du contexte, de l'histoire. Après, nous, on va même aller plus loin, ça va dépendre de l'artiste, ce que lui a prévu. Voilà, on va vraiment rentrer dans une démarche où, si tu veux, on se met pas de frontières, mais je dirais que maintenant c'est un peu international en fait le manga, parce que tu vas avoir des Italiens, des Japonais, des Français. Enfin, t'as vraiment plus ou moins toutes les cultures en fait qui dessinent du manga. Mais je comprends. Je pense que c'est plus il y a plus des styles et des codes qui vont faire que ton livre soit un manga ou non, que plutôt d'où tu viens, je dirais. Le dessinateur n'est pas le seul dans le manga à dessiner en fait. Il y a aussi des artistes pour faire les décors, qui est aussi un truc. Est-ce que c'est encore une fois un objectif ou un but à un moment donné dans la création de vos mangas à vous? On va dire que peut-être au Japon ils sont plus genre ils sont nés pour faire du manga, et nous on fait plus genre on a le plaisir à le faire un peu, tu vois, dans ce sens là. Après je vais pas parler pour eux parce que je connais pas personnellement, mais c'est vrai que par exemple ça se peut que nous sur un manga enfin dans la société on soit amené à être deux à travailler dessus pour réduire peut-être le délai de production. Même si nos auteurs ont des délais de production assez longs, entre on va dire 1 an et 18 mois, tu vois, tandis que là-bas ils ont une pression énorme. Au Japon, nous on va pas mettre de pression à l'artiste. Il a pas de. Parce que ils sont contraints là-bas à un mode de parution qui est beaucoup plus affecté. Pourtant, les Français sont le deuxième pays le plus gros consommateur de manga. Oui, bien sûr, derrière le Japon. Donc bien sûr. On se dit que le marché il est ready en fait, mais je sais pas pourquoi. Mais je suis d'accord que ça peut faire peur peut-être de se dire j'achète un magazine, il y a que des extraits dedans, tu vois. C'est peut-être on n'a pas la même mentalité. Enfin, je sais pas, mais. Je sais pas, parce que comme au Japon ça coexiste depuis super longtemps les magazines et les mangas reliés.
Je sais pas, eux ils ont peut-être plus l'habitude alors que nous on a toujours été habitués au volume relié tout de suite. Donc là peut-être l'idée de se dire je vais acheter un magazine, je vais avoir une partie d'un chapitre, puis après je vais devoir avoir un autre magazine et attendre jusqu'à ce que j'ai le volume relié. Je pense que ça peut en freiner certains. Alors est-ce que vous pouvez montrer un petit peu ce que vous avez fait, justement ce que vous avez dans les mimines et vos productions un petit peu à vous et en parler peut-être, pourquoi pas hein. Moi mon manga s'appelle Les Prisonniers du Rêve, donc c'est comme je le disais un shoujo fantasy. Du coup, c'est un tout public, du moins pour l'instant. Ah. Je sais pas encore. Partir sur un truc un peu plus sombre ou un peu plus mature. Peut-être un peu des deux, ça dépendra. Je verrai encore comment je vais gérer. Ah. Mais pour le coup, ouais. Donc c'est un bouquin en gros qui traite d'un monde qui est privé de libre arbitre, où les gens font des rêves prémonitoires et en fait ils sont obligés de faire ce dont ils ont rêvé, sinon ils perdent leur don de voir l'avenir. Et du coup, comme c'est un système qui est implanté depuis plusieurs années, quand je dis plusieurs années, c'est milliers d'années, hein, du coup les gens n'osent pas se rebeller et ils vivent constamment dans la peur en fait de savoir ce qui va leur arriver. Je les finance grâce à Ulule du coup. Ah oui, pardon. Donc je fais le crowdfunding grâce à Ulule et après je contacte moi-même les entreprises d'impression, voilà, les imprimeurs et puis après je reçois les cartons chez moi quoi. Ok. Alors, nous on a plusieurs créations, donc là on a par exemple Jikan, voilà, ça c'est une création originale de la société. Là on sera sur un light novel. Oui, alors explique-moi ce que c'est que le light novel, parce que moi j'ai... Le light novel, si tu veux, on va être entre le mélange entre le roman et le manga. On va faire simple, parce qu'en fait c'est un terme qui vient anglais, mais qui est utilisé souvent au Japon. Et si tu veux, nous on a pris un peu ce système-là, et il y a un petit côté pédagogique derrière, c'est pour inciter les plus jeunes à aller vers une lecture plus littéraire par la suite. Donc c'est un livre qui est, comme je te l'ai un peu expliqué, écrit comme un roman, donc il se lit dans le sens français, parce que tu peux pas faire l'inverse. Et tu vas avoir des images toutes les 5 ou 10 pages, ça va dépendre. Et ça va permettre d'alléger la lecture. Donc si tu veux, le jeune qui va prendre le livre, qui va le lire, il va trouver ça moins lourd que de lire un roman, enfin un pavé de roman. Ouais. Voilà. Et à la fin, il va arriver à une certaine satisfaction personnelle. Et ça va l'inciter à aller plus loin, à lire toujours un peu plus loin. Et pour les études, on a montré pour les études plus tard, ou pour lire des documents qui sont assez lourds, ça leur permettait d'avoir plus de facilité en fait par la suite. L'illustration, ça reste plutôt un livre pour certains. Ouais, exactement. Et le light novel est pas trop dans les mœurs en fait quoi. Ouais, puis en fait en France tu vas le trouver, mais genre en mode double volume en fait. Ouais. Ils ont changé, si tu veux, le format de base japonais. Ils l'ont regroupé par exemple 2 volumes pour en faire pour faire un roman. Par exemple la série SAO sur Art Online était un light novel de base, voilà. Et ils ont fait ça parce que je pense que eux-mêmes se sont heurtés certainement aux mêmes difficultés que nous on a eu. Oui. Que le public, voilà, c'est un public, c'est roman ou BD en fait. En France, c'est un peu, voilà, on a du mal à trouver un certain équilibre entre les deux. Donc on sera sur de la science-fiction. On est un peu dans les années un peu futures, bon, pas trop non plus. En 2060, on a trouvé moyen de monétiser le temps, donc tu vas pouvoir acheter du temps de vie et en vendre. Voilà. Ouais. Et tu peux en acheter simplement pour payer ta maison, une voiture, peu importe. Et si tu veux, dans le monde dans lequel il est régi, tu as au Japon, c'est interdit en fait, cette pratique est interdite au Japon. Dans tout le reste du monde, c'est ouvert. Donc ça te laisse plein de possibilités pour d'éventuelles suites d'aventures. Et là, on va commencer l'histoire avec Natsuo, donc un jeune étudiant. Bon, lui, il a une vingtaine d'années, il se sent pas trop concerné. Il va tomber amoureux d'une fille, Haruna, qui elle va tomber malade, elle va avoir un cancer. Donc lui, il va essayer de rentrer dans un cercle fermé, un peu une sorte de mafia qui s'appelle les Jikan. En fait, c'est les échangeurs de temps. Voilà. Ouais. Et il va rentrer dedans pour essayer de la sauver. Elle va lui expliquer que la maladie, tu peux pas la sauver, tu peux juste rallonger ton temps de vie. Et elle va lui dire, moi je suis plutôt puritaine, je préfère les choses laisser telles qu'elles sont. Sauf que lui, une fois qu'il est rentré dans ce cercle-là, il y a d'autres enjeux qui rentrent en compte, un peu voilà, il est avare de pouvoir, il se dit pourquoi je vais me contenter, voilà, bon, il y a plein de ce genre de trucs comme ça, et ça va être amené aussi à te poser la question, qu'est-ce que toi tu aurais fait ? Et après, du coup, il y a très récemment, au mois d'octobre, on a signé notre premier contrat avec un jeune artiste, voilà, qui lui est diplômé mangaka, enfin il sort d'une école à Marseille de mangaka, ouais. Ok. Voilà. Donc c'est Kurogami, l'artiste. Et il a fait sa première œuvre sous le contrôle. D'accord. Voilà. Donc là, on sera plus sur une histoire de démons et de sorcières. Donc c'est un jeune garçon, Flynn, qui renferme un démon.
et il doit trouver justement une sorcière. Parce que justement les démons ont été créés par les sorcières. Ouais. Mais voilà, il va y avoir tout ça, ça va enchaîner des événements. Je peux pas trop en parler parce que en fait le problème c'est que lui c'est vraiment tendu au niveau spoil ou pas. Ah oui, d'accord. Et comment tu l'as trouvé du coup cet artiste? Alors sur une plateforme française, Ouais. que les gens éditent leur manga, enfin ils publient leur manga, voilà pardon. Manga Draft, voilà sur cette Ok. plateforme là. Et puis on l'a, enfin moi j'ai tout de suite kiffé son dessin. Voilà, il dessine vraiment vraiment bien. Et j'ai dit mais comment ça se fait que ce mec il soit là? Et bah tout simplement parce que il est pas réseaux sociaux en fait, pas tant que ça quoi. Ah oui, d'accord, ouais. Et du coup on lui a dit bah écoute voilà nous on aimerait bien t'éditer. Puis bah après on a parlé après toute la paperasse, enfin Oui, voilà, normal, tous les ouais, contrats et tous les trucs un peu chiants mais et surtout ce qui lui plaisait chez nous c'est qu'on on laisse nos artistes assez libres. Et on fait des contrats de durée assez courte, ce qui fait que par exemple ils peuvent être chez nous, voilà, et on retient pas forcément les droits. Ouais. Parce que si on peut même juste servir de tremplin, on est super fiers quoi. Je veux dire, voilà. Oui, non, mais bien sûr. Les gros éditeurs de manga comme Kana par exemple. Voilà, Kana. Ouais. Ces éditeurs-là vous font pas peur parce que vous partez du principe que vous n'êtes pas sur le même marché ou... Je dirais que eux ils ont surtout pas peur de nous, ça c'est sûr. Genre pour eux on est rien, genre, on est une petite goutte quoi. Oui, justement, voilà, mais vous vous placez sur le marché des mangas justement pour plutôt éditer des jeunes artistes plutôt que d'aller chercher tout de suite la perle hyper connue et qui fera des ventes quoi. Bah ouais, peut-être tout simplement aussi parce que pour acheter la perle hyper connue, il faut avoir des fonds La tunasse, ouais, hyper blindés quoi, surtout, oui. et c'est sûr. Ouais, au Bamo, je sais pas, une grosse licence, t'es sur 30 000 euros, je pense. Oui, Voilà. Voilà, Faut tranquille, allonger, quoi. faut payer des droits sur avance, toute la com qu'il y a derrière et tout le bazar. Oui. Faut allonger quoi. Après derrière tu te dis que de toute façon il y a beaucoup de mangas japonais ou français hein, mais essentiellement japonais et où en fait finalement il y a des éditions françaises où c'est juste de la traduction et de l'impression. Oui. Bah il y a un travail de lettrage, de traduction. Oui, bien voilà. sûr, mais ça peut être aussi le truc facile. Il y a beaucoup d'ailleurs dans le 42, il y a un très bon studio qui fait du lettrage pour pas mal de mangas connus. Ouais, c'est Studio Charon. Voilà. Charon De Saint-Étienne. On a un système de pérennisation de la licence, si tu veux, la licence n'a pas besoin de faire du chiffre pour continuer à vivre. Il y a une rentabilité, mais si tu veux, vu qu'on est seul, on peut mettre à bord, on peut aussi faire des passe droits pour certaines licences. Oui, je comprends. Ouais. Parce que c'est toujours un peu la hantise. Moi, je pense que quand t'es lecteur, de te dire, je sais pas si ça va continuer, tu vois. Ouais. Mais surtout avec les licences japonaises, on le voit, par exemple, ça fait pas de chiffre. Tu l'as fait couler. Et même en manga français, il y en a qui c'est dur. Hein, pourtant, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont le talent et tout. Mais aussi parce que c'est des productions rapides. Bah oui, pour cette balle, t'as un manga qui fait 200 pages quoi. Et c'est pas mal 200 pages. Hein. Ah, c'est bien 200 c'est pas pages. mal. Hein, mais pour à le faire, c'est long 200 pages. Ah hein. bah oui, non, mais c'est sûr. Que si tu proposes un manga sur le marché à 12 balles, ou même au prix d'une BD française, à 15 oui, ou 16 carrément. balles, ça va pas marcher. Ça va pas marcher parce que t'es en dehors du marché quoi. Moi pour l'instant je suis à 8, mais ouais, je vais passer à 10 quoi. Ouais, mais voilà, mais parce que tu seras obligé quoi à un moment donné. Bah ouais, c'est ça. Bah surtout que là, plus ça avance et plus je commence à faire des volumes qui grossissent. Ah ouais, non mais c'est ça. Hein. Donc ouais, là par exemple, mon premier volume il faisait 155 pages à peu près. Le deuxième il faisait entre 176 et 180. Troisième, 216 pages. Donc ouais, là bon, après là j'ai un peu déconné parce que j'étais en mode il manque un chapitre entre l'avant-dernier et le dernier. Et là je crois que je vais rajouter un petit truc et bon après mais si voilà. je faisais une double page qui va me prendre 2 mois de dessin, ça va être cool. Ouais, franchement, là c'est ce que je rejoins du coup ce que tu disais par rapport aux équipes de mangaka, ceux qui sont entourés d'assistants, qui font les décors, qui font machin, qui font truc. Moi par exemple je fais tout toute seule. Ça prend du temps et c'est pour ça que ouais malheureusement nos rythmes de parution. Ah mais c'est pour ça que c'est pas rentable en fait. Dans le calcul c'est toujours il y a toujours une variable qui fait que c'est compliqué quoi. C'est ça parce que du coup les gens ils sont là, bon c'est quand que tu fais la suite? Bah écoute mon gars, je suis toute seule pour le faire donc va falloir attendre encore un peu quoi. Après c'est peut-être aussi la société de consommation qui consomme énormément. Voilà, qui est peut-être pas aussi patient que fut un temps. Oui, bien sûr. Tout de suite. Mais après, la société de consommation devrait pas être la réponse à toutes les problématiques qu'on a en société. Non, c'est pas une réponse, mais c'est plutôt une constatation, on va dire. Ouais.
C'est sûr que, mais bon, je pense aussi que c'est parce que le marché du manga fait que oui, effectivement, les prix devraient pas être aussi hauts. C'est pour ça que vous êtes parti vous sur du 8 ou du 7 balles, parce que sur le marché c'est ça. Et que si vous faites les calculs, en fait, ça devrait être 12-13 balles pour que ça soit même plus en fait, pour que ça soit rentable. Ouais, ça va. Je peux rien dire, ça va. Et merci en tout cas et bonne chance hein, surtout merci. Merci. Il va falloir continuer les conventions pour faire découvrir un peu tout ça quoi. Et voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, au revoir tout le monde.